Chaque matin, quand on ouvre notre penderie, on fait bien plus que choisir une tenue. Sans même le savoir, on participe à une histoire qui dure depuis des siècles. Une histoire cachée dans les fibres de nos vêtements, une histoire pleine de rebelles, d'inventeurs et, oui, de hors-la-loi. Et si on partait de cette idée que chaque vêtement qu'on possède est en fait le résultat d'un très vieux conflit, une sorte de tension permanente entre des règles hyper strictes et tous ceux et celles qui ont tout fait pour les contourner? Pour bien comprendre cette histoire, on peut utiliser une métaphore toute simple, celle du verrou et de la clé. Le verrou, c'est toutes les forces qui essaient de contrôler les choses. Et la clé, ce sont toutes les stratégies, toute l'ingéniosité déployée pour se libérer. Allez, on plonge là-dedans. Commençons par les verrous. Pendant des siècles, et particulièrement sous l'Ancien Régime, les pouvoirs en place ont bâti des systèmes incroyablement rigides pour contrôler le vêtement de A à Z. Ce contrôle, c'était un peu comme un étau à deux pinces. D'un côté, il y avait les lois somptuaires, qui disaient en gros à un bourgeois « Ah non, ce velours, c'est pour la noblesse, pas pour toi ». Et de l'autre, on avait les corporations, hyper rigides, qui disaient à un artisan « Tu es tailleur, tu n'as pas le droit de vendre du tissu, c'est pas ton métier ». L'objectif était simple, figer la société et surtout empêcher que les lignes ne bougent. Et ce système, il se battait activement contre le progrès. L'histoire de William Lee est parfaite pour illustrer ça. Il invente une machine à tricoter qui est une pure révolution. Mais la reine Elisabeth refuse de lui donner un brevet. Et pourquoi? Pour protéger les tricoteurs qui travaillaient à la main. L'innovation était vue comme une menace directe à l'ordre établi. Le verrou était bien solide. Ok, mais face à des verrous pareils, comment les gens ont-ils bien pu forger des clés? L'exemple le plus incroyable, c'est sans doute la guerre qui a été menée contre un simple, mais alors tout simple tissu de coton. Oui, vous avez bien entendu. En 1686, le Royaume de France interdit complètement l'importation, la fabrication et même le simple fait de porter un certain type de tissu. C'était une prohibition totale avec des peines qui pouvaient aller jusqu'aux galères. Rien que ça. Et ce fameux tissu, c'était les indiennes. Il faut s'imaginer l'époque. Des lainages lourds, des soieries super fragiles, et tout d'un coup, voilà qu'un coton léger, facile à laver, avec des couleurs éclatantes qui ne bougent pas, débarque d'Inde. C'est une révolution, tout le monde en veut. Et forcément, pour les puissants lobbies de la soie et de la laine, c'est une véritable déclaration de guerre économique. Alors comment la clé a-t-elle fonctionné? Eh bien par 3 moyens. D'abord, une contrebande énorme, super organisée. Ensuite, des ateliers clandestins qui se sont montés dans des zones de non-droit comme le Faubourg Saint-Antoine à Paris pour copier ces indiennes. Et enfin, le comble du comble, l'élite elle-même, y compris la favorite du roi, Madame de Pompadour, qui portait fièrement le tissu interdit à la cour. La loi a été bafouée au plus haut sommet de l'État. Et pendant combien de temps est-ce que cette prohibition complètement absurde a duré? 73 ans. Plus de 7 décennies. C'est l'illustration parfaite que face au désir des gens et à l'ingéniosité des commerçants, le verrou de l'État a fini par sauter. On pourrait se dire que cette histoire de verrou et de clés, c'est de l'histoire ancienne. Mais en fait, pas du tout. Le jeu continue aujourd'hui, même si les règles et les joueurs ont un peu changé. Voyons comment ça se manifeste à notre époque. L'évolution est assez frappante, non? Hier, le verrou, c'était les corporations, et la clé, la contrebande. Aujourd'hui, face au verrou des droits de douane, la clé est devenue une sorte de micro-contrebande légale. Et pour l'avenir, alors que les verrous écologiques se mettent en place, des nouvelles clés apparaissent déjà. Le marché de la seconde main, qui est une super manière de donner une deuxième vie aux vêtements, ou même le greenwashing, qui lui, est une façon de contourner la pression pour une mode plus responsable. Le point clé, il est là. Les géants de l'ultra fast fashion comme Shein ont trouvé la faille parfaite. Au lieu d'importer d'énormes containers et de payer des taxes monstrueuses, ils envoient des millions de tout petits colis directement aux consommateurs. Et comme la valeur de chaque colis est très faible, hop, ça passe sous les radars des douanes. C'est l'héritage direct des tonneaux de vin remplis d'indiennes. Mais attention, un nouveau type de verrou est en train de se construire. Un verrou qui n'est plus social ou économique, mais écologique. On voit apparaître des lois qui interdisent de jeter les invendus ou qui prévoient de taxer la mode jetable. C'est une tentative de réguler non plus le luxe, mais l'impact écologique. Et alors que cette bataille fait rage dans le monde physique, une nouvelle clé, peut-être la clé ultime, est en train d'apparaître. Une clé qui permettrait en théorie de s'échapper complètement du jeu. On parle de la mode numérique, c'est-à-dire des vêtements qui n'existent pas matériellement. On les achète, souvent sous forme de NFT, pour habiller son avatar dans un jeu vidéo ou dans le métavers. C'est la séparation totale entre la fonction première d'un vêtement et son image. Et ça nous amène à une question finale assez vertigineuse. Pour échapper à toutes les contraintes du monde physique, les taxes, les lois écologiques, les limites des ressources, est-ce que la solution ultime, c'est de rendre la mode purement virtuelle?
On peut tout à fait imaginer un futur où, dans le monde réel, on porterait tous un uniforme simple et durable, tandis que toute notre créativité, notre statut, s'exprimerait à travers nos apparences numériques. La vieille guerre entre le contrôle et la liberté ne serait plus une affaire de tissu, mais de lignes de code. C'est une pensée à méditer la prochaine fois qu'on ouvrira notre penderie.